Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection. La collection Théorie et critique, dirigée par le professeur Jean-Claude Mbarga. En cette ère de globalisation, véritable rendez-vous du donner et du recevoir, où l'on observe en plein continent africain la contribution considérable des chercheurs au progrès de l'épistémologie dans diverses disciplines, la sémiotique, la sociocritique, etc., la nécessité d'un support cadré et spécifique d'expression s'impose en termes de création d'une nouvelle collection aux éditions L'Harmattan. Ainsi, la collection Théorie et critique a pour mission spécifique d'assurer la publication et la diffusion des contributions diverses au progrès de l'épistémologie, à travers l'élaboration et l'expérimentation de nouveaux axes théoriques et des études critiques dans les disciplines des lettres, des arts et des sciences humaines. Comité scientifique international. Cet ouvrage est réalisé sous les auspices du Comité scientifique international, constitué des membres ci-après. Eero Tarasti, professeur des universités, ancien président de l'Association internationale de sémiotique 2004 à 2014, directeur de l'Institut international de sémiotique d'Imatra, Finlande, directeur fondateur de l'Académie des héritages culturels, Helsinki, Finlande, enseignant à l'Université de Helsinki, Finlande. Jean-Claude Mbarga, professeur des universités, ancien vice-président de l'Association internationale de sémiotique 2004 à 2014, membre du comité exécutif de l'Association internationale de sémiotique, coordonnateur continental de l'International Communicology Institute, ici, Washington DC, USA. Directeur du Cercle africain de sémiotique et sociocritique, CAS. Membre du Comité consultatif international de L'. Académie des héritages culturels, Helsinki, Finlande. Enseignant à l'Université de Yaoundé, Cameroun. Anne Hainaut, professeur des universités. Vice-présidente de l'Association internationale de sémiotique, enseignante à l'Université de Paris-Sorbonne, France. José Maria Paz Gago, professeur des universités. Ancien secrétaire général de l'Association internationale de sémiotique 2004 à 2014, membre de la Fédération latino-américaine de sémiotique, enseignant à l'Université de La Coruña, Espagne. Richard L. Lanigan, professeur des universités, directeur de l'International Communicology Institute, ici Washington DC, USA. Dédicace à nos familles. Remerciements. La réalisation du présent ouvrage a bénéficié de la contribution de plusieurs personnes à qui nous tenons à dire notre reconnaissance. Parmi elles, les professeurs François-Xavier Etoa et Magloire Audois. Le premier, pour avoir bien voulu, du temps où il était recteur de l'université de Douala, UDO, initier des actions dans l'objectif de permettre aux enseignants-chercheurs de cette dernière de rayonner sur les plans intellectuels et scientifiques. Et le deuxième, l'actuel recteur, pour avoir bien voulu inscrire son action heuristique dans la continuité de celle de son prédécesseur. Le professeur Jean-Claude Mbarga, pour l'intérêt qu'il porte à cet ouvrage et surtout pour avoir accepté de le préfacer. Le docteur Serge-Édouard Angwa-Buell, pour la relecture de ce travail, son support multiforme et surtout pour ses précieux conseils et encouragements, et l'ensemble du personnel du service des statistiques du fichier vidéo et audiovisuel de la direction de la cinématographie du MINAC, avec à sa tête le professeur Georges Madiba Oloko, qui a bien voulu nous fournir les statistiques inédites sur l'évolution de la production cinématographique du Cameroun entre 2009 et 2019. Que soient également remerciés tous ceux qui, de près ou de loin, se souviennent avoir contribué à cette aventure intellectuelle. Préface. Voici un ouvrage qui vient à point nommé contribuer à la revitalisation scientifique de la production cinématographique au Cameroun. En effet, non seulement il participe du combat désormais engagé contre l'amateurisme en cinématographie dans notre pays, mais également il se veut up-to-date, en tant qu'il s'insère dans la modernité du numérique, désormais considéré à juste titre comme le fil conducteur du devenir de l'être humain au sein de la vie sociale, par ces temps de globalisation, entendu comme intégration respectueuse dans un cadre respirable pour la diversité et la complexité. Cet ouvrage soumet le cinéma camerounais à l'épreuve de production du sens critique, dans un souci de maturation à l'ère du numérique,
sur la base de 4 chapitres consacrés respectivement à 1. L'harmonisation de l'entendement sur la notion de numérique, perçue comme une réalité dynamique, une technique différente de l'analogique, un outil de travail et un espace de vie, une véritable culture, une réalité entre matérialité et multiplicité. 2. À la situation du cinéma à l'ère du numérique, avec une mise en relief des techniques cinématographiques, du processus de fabrication des films, de l'économie mondiale et des défis du cinéma. 3. Au cinéma camerounais proprement dit, caractérisé par sa dualité francophone et anglophone et sa situation de crise. Et 4. À des propositions en vue d'une numérisation effective du cinéma camerounais. Il n'est pas superfétatoire de signaler que, tout en reconnaissant les efforts déjà faits par les diverses parties prenantes en vue d'une numérisation véritable du cinéma camerounais, le dernier chapitre est un véritable chapelet de doléances. Les divers diagnostics posés de manière écotomographique, assortis d'un certain nombre de suggestions allant dans le sens de l'amélioration, l'accroissement de l'offre énergétique, la numérisation et la sécurisation de l'environnement cinématographique, la réorganisation de la filière cinématographique, la consolidation du dispositif de financement du cinéma et amélioration de la qualité des films, suscite davantage des interrogations auxquelles il faudrait apporter des éléments de réponse, dans le cadre de futurs travaux, en consonance avec les réalités infrastructurelles et économiques de notre pays. Pour tout dire, cet ouvrage constitue une contribution importante à la connaissance de l'univers cinématographique camerounais dont il décrypte les lacunes et les lueurs, tout en proposant des bases épistémologiques solides sur le numérique, en vue de son efficience et de sa valeur ajoutée opérationnelle. Il a le mérite de renforcer les jalons d'une syntaxe de la production cinématographique au Cameroun, en même temps qu'il contribue à étoffer le cadrage scientifique existant, avec des propositions concrètes de redynamisation sur la base du numérique. Toutefois, cet ouvrage ne résout pas pour autant de manière entière le problème de la crise du cinéma camerounais déjà posé par Guy-Jérémy Ngansop, ou même celui des faiblesses esthético-artistiques soulignées par Annette Angwa-Ngea. Ceux-ci ne peuvent trouver de solution que dans une véritable conjugaison continue des efforts de toutes les parties prenantes dans le processus. C'est pour cette raison qu'il y a tout lieu de dire qu'en même temps, cet ouvrage contribue à densifier un secteur de recherche encore déficitaire. En tant qu'il vient, pour ainsi dire, répondre à certaines attentes, il crée aussi, de par le fil conducteur de sa thématique, d'énormes besoins. Je souhaite que ce livre trouve un écho favorable auprès de ses éventuels destinataires, les cinéphiles du monde entier, au rang desquels les cinéphiles camerounais ordinaires et les décideurs. Yaoundé, le 20 août 2019. Jean-Claude Mbarga. Professeur des universités hors échelle. Ancien vice-président de l'Association internationale de sémiotique, 2004 à 2009 et 2009 à 2014. Membre du comité exécutif de l'Association internationale de sémiotique. P-class égale standard puce, DIR égale LTR plus grand que, coordonnateur continental de l'International Communicology Institute, Washington DC, USA. Membre du comité consultatif international de l'Académie des héritages culturels, Helsinki, Finlande. Coordonnateur continental de l'Académie des héritages culturels, chargé de l'Afrique. Directeur du Cercle africain de sémiotique et sociocritique, CAS. Directeur de la collection Théorie et critique, des éditions L'Harmattan, Paris, France. Enseignant à l'université de Yaoundé, Cameroun. Tel, 00237 677 77 14 11 Esperluette 00237 699 75 70 13. Carte du Cameroun. Présentation du Cameroun. S'engager dans cette réflexion sur le cinéma camerounais, sans avoir préalablement présenté le Cameroun, même sommairement, serait comme vouloir accéder à un contenu sans en avoir saisi le contenant. Conscient de cette réalité, nous allons dans les prochains paragraphes de cette section nous atteler à présenter ce pays. Pour ce faire, notre propos va s'articuler autour de 6 axes qui visent à y exposer ses principaux traits géographiques, 2. Revisiter compendieusement sa longue et tumultueuse histoire, 3. Décrire brièvement sa structure administrative,
IV. Présenter succinctement sa situation macroéconomique. V. Renseigner sur son gros potentiel touristique et V. Présenter sa stratégie en matière de numérique. Pour ce qui est du premier axe portant sur les traits géographiques, il faut noter que le Cameroun est un pays d'Afrique centrale. Il s'étend entre le 2e et le 13e degré de latitude nord, et entre le 8e et le 16e degré de longitude est. Le pays a la forme d'un triangle rectangle dont l'hypoténuse s'étire du lac Tchad au golfe de Guinée, sur 1500 km, et de la base de l'océan Atlantique à la frontière avec la République centrafricaine sur 800 km. D'une superficie globale de 475 650 km², dont 466 050 km² de superficie continentale et 9 600 km² de superficie maritime, le Cameroun est limité au nord par le lac Tchad, au nord-est par la République du Tchad, à l'est par la République centrafricaine, au sud par les républiques du Congo, du Gabon et de Guinée équatoriale et à l'ouest par la République fédérale du Nigeria. Son relief est contrasté, avec des régions de haute terre inégalement réparties dans tout le pays et ceinturées de plaines étroites. Dans l'extrême nord, les monts Mandara culminent en moyenne à 1000 m d'altitude. Le plateau de l'Adamawa, situé presque au centre du pays, atteint 1100 mètres. Les hautes terres de l'ouest sont formées de plateaux dont l'altitude moyenne varie entre 1200 et 1800 mètres, et d'une chaîne montagneuse prenant naissance sur la côte atlantique. Les principaux sommets sont des massifs volcaniques comme le mont Cameroun, 4070 mètres, le mont Manangouba, 2396 mètres, les monts Bambuto, 2740 mètres, et le mont Oku, 3008 mètres. Ces hautes terres dominent le plateau sud-camerounais, dont l'altitude moyenne se situe entre 650 et 900 mètres. Des plaines côtières s'étalent entre l'océan Atlantique et le plateau sud-camerounais. Leur largeur ne dépasse pas 150 km. Les basses terres du nord, quant à elles, comprennent les plaines du Logone et du Diamaré autour de Maroua, ainsi que la cuvette de la Bénoué. S'agissant de l'hydrographie, le plateau de l'Adamawa constitue un véritable château d'eau pour le pays, les principaux fleuves y prenant leur source. Ces fleuves se jettent dans 4 bassins que sont les bassins 1 de l'Atlantique qui reçoit la Sanaga, le plus long fleuve du pays avec 920 km, le Nyong, le Ntem, le Mungo et le Wouri, 2 du Niger où se jette la Bénoué, 3 du lac Tchad dans lequel se perd le Logone et 4 du Congo qui reçoit la Sanga formée par ses affluents nationaux la Kadei et la Ngoko. Quant à ce qui est du climat, le pays se divise en 3 grandes zones climatiques que sont 1 la zone équatoriale, 2 celle soudanienne et 3 celle soudano-sahélienne. La première s'étend du 2e au 6e degré de latitude nord. Elle se caractérise par des précipitations abondantes, atteignant une moyenne annuelle de 2000 mm. La température moyenne se situe autour de 25 degrés Celsius. La deuxième va du 7e au 10e degré de latitude nord. La saison sèche dure ici 5 à 6 mois, avec une température moyenne de 22 degrés Celsius et 1000 mm de pluie durant l'année. La troisième s'étend au-delà du 10e degré de latitude nord. Elle est caractérisée par une saison sèche de 7 mois et de faibles précipitations. La végétation y est aussi variée que le climat et le relief. Elle passe de la forêt équatoriale au sud à la savane puis à la steppe au nord. Quant au deuxième axe qui porte sur la longue et tumultueuse histoire du Cameroun, la première allusion aux côtes camerounaises se trouverait, selon un article de Warmington, dans le récit dit Périple d'Anon. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, ce Carthaginois atteignit le mont Cameroun qu'il baptisa le char des dieux. Toujours selon l'auteur susnommé, c'est en 1472 que les marins du navigateur portugais Fernando Po entrèrent dans l'estuaire du Wouri, s'extasièrent devant l'abondance des crevettes dans le cours d'eau qu'ils appelèrent Rio do Camaroes. Les marins anglais adoptèrent ce nom en l'anglicisant, d'où le nom actuel de Cameroun. À la suite des Portugais, vinrent les Néerlandais puis les Allemands qui initièrent avec les autochtones des échanges commerciaux allant jusqu'à la vente des esclaves. Cette période fut également marquée par l'introduction du christianisme et le démantèlement progressif de l'organisation politique traditionnelle. Sous prétexte de protéger leurs intérêts commerciaux, les Allemands établirent en 1884 leur protectorat du nom de Cameroun. Afin d'assurer l'essor économique du dit protectorat,
ils se lancèrent dans des travaux importants tels que la construction des routes et de la première ligne de chemin de fer, le démarrage des travaux du port autonome de Douala, l'édification d'écoles, d'hôpitaux et la création de grandes plantations, cacaoyères, bananeraies, palmeraies, etc. Pour la réalisation de ces chantiers, les autochtones furent soumis au travail forcé et au châtiment corporel. Suite à leur défaite lors de la Première Guerre mondiale, conflit qui a duré 4 ans, du 28 juillet 1914 au 11 novembre 1918, les Allemands perdirent leur protectorat. La Société des Nations, SDN, plaça la partie orientale, la plus grande, sous mandat français et celle occidentale, limitrophe du Nigeria, sous mandat britannique. Chacun de ces deux pays imprima sa marque à son Cameroun, la France adoptant la politique de l'assimilation et le Royaume-Uni, celle de l'indirect rule. Le territoire sous administration française obtint son indépendance le 1er janvier 1960. Après le plébiscite du 11 février 1961, le pays fut réunifié comme État fédéral le 1er octobre de la même année. Une décennie plus tard, après un référendum, il devint officiellement, le 20 mai 1972, la République unie du Cameroun, avant d'être rebaptisé, en 1984, la République du Cameroun. Le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, centralisa le pouvoir en mettant tous les partis politiques en place sous la bannière de l'Union nationale camerounaise, UNC, et en instaurant le parti unique en 1966. En 1982, après plus de 2 décennies de règne, le président Ahidjo céda le pouvoir à son successeur constitutionnel, le Premier ministre Paul Biya, qui est président jusqu'à ce jour. En 1990, une série de manifestations de la société civile, qui réclamait la démocratie, déboucha, à la signature en décembre de la même année, de lois sur les libertés et la restauration du multipartisme. Les premières élections multipartites se tinrent en 1992 avec comme vainqueur, M. Paul Biya et son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC. En 1996, la nouvelle donne multipartite entraîna une première révision de la Constitution de 1972 avant la toute dernière, celle d'avril 2008. S'agissant du troisième axe qui concerne l'organisation administrative, le pays compte 10 régions, à savoir l'Adamawa, le centre, l'est, l'extrême nord, le littoral, le nord, le nord-ouest, l'ouest, le sud et le sud-ouest. Chacune de ces régions est placée sous l'autorité d'un gouverneur, en attendant la mise sur pied des conseils régionaux. Les régions sont divisées en départements, on en dénombre 58, qui sont à leur tour composés d'arrondissements, le pays en compte 360 au total. Le cadre administratif est marqué par une implémentation graduelle de la décentralisation. Ce processus apparaît comme un facteur de renforcement de la démocratie, de refondation de l'État et d'impulsion du développement dans les collectivités territoriales. À terme, cette décentralisation devrait remodeler les relations entre l'État et les citoyens, et promouvoir la participation des populations à la gestion des affaires publiques. Suite au décret de janvier 2008 portant création des communautés urbaines, la carte signalétique de l'institution communale du Cameroun présente 374 municipalités réparties en 14 communautés urbaines et 360 communes. Pour ce qui est du quatrième axe relatif à la situation macroéconomique du pays, les chiffres officiels font état de ce que la population camerounaise a considérablement cru au cours des dernières décennies. Avec un taux de croissance moyen de 2,6% et un taux de natalité de 22,5% par an, elle était estimée, en 2018, à 23 695 081 habitants répartis sur une superficie de 475 650 km², soit une densité de 50,8 habitants au km², densité qui variait selon les régions. Malgré une urbanisation en pleine expansion, surtout portée par les 2 grandes métropoles que sont Douala et Yaoundé, la majorité de cette population, 51,2% 5,6, vit encore en zone rurale. Bien que le pays dispose de nombreuses ressources naturelles, pétrole, bauxite, fer, bois, cobalt, nickel, manganèse, diamant, gaz naturel, etc., c'est le secteur agricole qui demeure le moteur de l'économie nationale, tant par sa contribution au PIB, 22,8% en 2015, que par ses effets d'entraînement sur les autres secteurs. En 2016,
Il occupait plus de la moitié de la population active, 60%. Si l'élevage est important, surtout dans le septentrion, son apport à l'économie du pays reste en deçà de celle du secteur industriel qui occupe 8,9% de la population active et représente 27,6% du PIB. En dépit des crises sécuritaires qui secouent le pays depuis quelques années, principalement dans les régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest et dans le septentrion, et de sa vulnérabilité, du fait de la faiblesse de sa base de croissance et de sa forte exposition aux variations des cours mondiaux des matières premières, l'économie camerounaise connaît actuellement une légère embellie. En effet, malgré les alertes sus-évoquées, le rapport 2019 des perspectives économiques de la Banque africaine de développement BAD s'attend pour le pays à une croissance du produit intérieur brut, PIB réel en 2019 et 2020. De 3,8% en 2018 contre 3,5% en 2017, ce PIB devrait, pour ces 2 années, se situer respectivement autour de 4,4% et 4,7%, grâce notamment à la mise en activité des infrastructures de production énergétique et de transport, à la remontée des cours mondiaux du pétrole ainsi qu'à la demande intérieure, principal soutien de la croissance économique, surtout par la consommation et l'investissement. Dans le même temps, le déficit de la balance des transactions courantes devrait se stabiliser autour de 3,1% du PIB en 2019 et 2020, le taux d'inflation projeté devant pour sa part rester inférieur à la norme communautaire qui est de 3%. Le déficit budgétaire a, quant à lui, poursuivi son déclin pour s'établir à 2,6% du PIB en 2018 contre 4,9% en 2017 et 6,2% en 2016. Nonobstant cette baisse, cette économie demeure la plus résiliente d'Afrique centrale, grâce à sa relative diversification. Parlant du 5e axe centré sur le potentiel touristique, il convient de retenir que sur le plan humain, le Cameroun abrite une population aussi nombreuse que diverse, Bantous, semi-Bantous, Peuls, Haoussa, etc. D'après plusieurs sources, le pays ne compte pas moins de 256 tribus, qui, transcendant la diversité linguistique et la multiplicité des chapelles religieuses, christianisme, islam, etc., vivent harmonieusement. Carrefour des peuples et des civilisations, le pays est présenté par plusieurs comme l'Afrique en miniature. Outre cette richesse humaine, le Cameroun dispose également sur le plan naturel de nombreuses attractions touristiques, relief, climat, faune, flore, hydrographie et patrimoine multiforme. Les chiffres de l'Institut national de la statistique du Cameroun, INS, font état de ce qu'en 2010, le pays comptait 822 sites touristiques de diverses natures. En vue de valoriser ce potentiel, les pouvoirs publics, dans le cadre de la politique nationale de tourisme, ont décidé de placer le secteur touristique au cœur des stratégies nationales de relance économique, de réduction de la pauvreté et de développement social. Ce choix s'avère aujourd'hui payant, au regard des performances réalisées par ce secteur depuis des années. Entre 2006 et 2013, le nombre de touristes est passé de 451 441 à 912 000, soit une hausse de plus de 91%. Actuellement, le mode de transport le plus utilisé par les touristes demeure la voie routière 541%, suivi de celle aérienne 436% et maritime 23%. Les artisanats et marchés sont les sites touristiques les plus rencontrés dans le pays et en 2013, ils représentaient, selon l'INS, 1461% du total des sites recensés. Ensuite viennent les chefferies et sultanats représentant une part de 1111% du total des sites touristiques. Du point de vue de la répartition régionale, les régions de l'Adamawa et de l'extrême nord sont celles qui possèdent beaucoup plus de sites touristiques comparativement aux autres avec respectivement 1618% et 1319% du total dans tout le pays en 2010. En rapport avec le 6e et dernier axe qui concerne la situation du Cameroun en matière de numérique, il convient de relever que l'État de ce pays s'est doté, en 2016, d'un plan stratégique de numérisation du pays à l'horizon 2020. Ce dernier indique-t-il les voies à emprunter pour une numérisation de la cinématographie camerounaise ? Nous le saurons au terme de la présente réflexion. Introduction. Le numérique, qu'on l'aime ou pas, qu'on y comprenne ou non quelque chose, est aujourd'hui un fait, une réalité qui s'impose à nous tous, tant individuellement que collectivement.
Dans tous les domaines, en Afrique comme en Europe, en Asie comme en Amérique, il est aujourd'hui impossible de vivre sans conjuguer avec lui. Cette constatation, qui est vraie pour l'homme en général, l'est davantage encore pour les travailleurs, notamment pour ceux qui évoluent dans des domaines techniques, voire hyper-techniques comme le cinéma. Conscients de cette réalité, les décideurs de l'ensemble des pays développés, États-Unis, Canada, France, etc., ont au cours des dernières décennies et pour ne pas manquer le train de la numérisation du monde, entrepris des travaux qui ont abouti à la digitalisation de leurs cinémas respectifs. Au Cameroun, bien qu'on entende beaucoup parler de numérique et de son corollaire, la numérisation, il reste difficile de se prononcer avec autorité sur la question spécifique de la numérisation du cinéma. Perdue entre silence complice et spéculation amatrice, cette question est comme tabou, tant les uns et les autres évitent d'en parler. Considérant cette situation, nous nous proposons dans le présent ouvrage, d'une part, de dresser un état des lieux du cinéma camerounais tel qu'il se présente à l'ère du numérique, et d'autre part, d'envisager les voies au travers desquelles il pourrait véritablement épouser l'ère de son temps, c'est-à-dire se numériser. Pour l'atteinte de ces objectifs, nous avons travaillé sur la base d'un benchmarking. Guidés par cette théorie de l'imitation, nous avons consulté des ouvrages, exploité des documents et observé autour de nous l'ensemble des situations à même de nous permettre d'atteindre notre but. Comprendre comment s'est faite la numérisation du cinéma dans les pays occidentaux, et essayer de tirer profit de leurs expériences respectives dans la perspective d'une digitalisation du cinéma camerounais. Pour la matérialisation de cette ambition, il ne nous a pas semblé pertinent de nous étendre plus qu'il n'en fallait, raison pour laquelle nous avons organisé notre travail autour de 4 chapitres visant chacun un objectif défini. Le premier, qui a pour titre « Pour une compréhension de ce qu'est le numérique », définit le terme numérique, l'emphase étant mise sur sa différence avec l'analogique, son incidence sur la société et ses principales caractéristiques. Dans le deuxième qui s'intitule « Le cinéma à l'ère du numérique », lumière est faite sur les changements qu'a induit le numérique dans l'univers du cinéma mondial. Intitulé « Le cinéma camerounais à l'ère du numérique », le troisième chapitre dresse un état des lieux du 7e art camerounais. Dans le quatrième et dernier chapitre intitulé « Pour une numérisation du cinéma camerounais », nous explorons les voies que pourrait, à l'avenir, emprunter le cinéma de l'Afrique en miniature. Chapitre 1 « Pour une compréhension de ce qu'est le numérique ». Le titre que nous avons retenu pour le présent ouvrage est le suivant: Le cinéma camerounais à l'ère du numérique. État des lieux et perspectives. Si le groupe de mots cinéma camerounais, qui y apparaît, peut se comprendre sans trop de difficultés, il doit être compris comme l'industrie cinématographique du Cameroun, sinon, conjointement ou distinctement comme l'ensemble des salles obscures actives dans le pays, des méthodes ou techniques de travail propres aux cinéastes camerounais, des activités cinématographiques à leur initiative, projections, festivals, etc., et ou des œuvres réalisées par leurs soins. Il n'en est pas de même pour le terme numérique, qui, du fait de son apparition relativement récente, 1990, reste difficile à définir pour beaucoup d'entre nous. En effet, bien qu'il soit de plus en plus présent dans nos quotidiens et vocabulaires, bien que presque tout le monde en parle quasiment partout, si ce n'est partout, dans les domiciles, les milieux éducatifs, professionnels, etc., très peu savent véritablement ce qu'est le numérique. Conscient de cette situation et convaincu de ce qu'elle peut, pour certains lecteurs, constituer une entrave à la compréhension optimale de notre réflexion, nous nous proposons, en vue d'en baliser les contours, de définir ce qu'est le numérique. Pour ce faire, notre propos, qui s'appuie essentiellement sur les données tirées de l'article publié en 2014 par Marcello Vitali Rosati, s'articule autour de 5 points. Le premier point montre que le numérique est une réalité dynamique, ne pouvant être assimilé au seul équipement qu'est l'ordinateur. Le deuxième met en lumière la différence entre le numérique et l'analogique, tandis que le troisième nous permet de montrer que le numérique, plus qu'un outil de travail, est notre espace de vie. Avec les 2 derniers points, nous revenons respectivement sur la valeur culturelle du numérique et sur sa caractéristique principale qu'est la multiplicité. 1. Le numérique, plus qu'un ordinateur, une réalité dynamique. Notre exploitation de l'article de Vitali Rosati
nous a donné l'occasion de constater le dynamisme qui a caractérisé l'évolution de la terminologie numérique au fil du temps. En effet, comme le révèle l'auteur sus évoqué, diverses expressions ont souvent été utilisées pour désigner toutes les pratiques et possibilités qui ont émergé grâce au développement des technologies. On a souvent parlé de nouvelles technologies, généralement en précisant nouvelles technologies de l'information et de la communication, NTIC, ou de nouveaux médias, ou encore d'environnement virtuel, ou plus simplement d'informatique ou d'électronique. Chacune de ces dénominations privilégie et met en valeur un aspect spécifique de ces expériences et pratiques. En faisant un peu de rétrospective, on constate que certaines d'elles, après avoir connu leur apogée, sont aujourd'hui désuètes. C'est le cas des formulations NTIC ou nouveaux médias. L'adjectif nouveau est de nos jours quasiment abandonné, car ces technologies ne sont plus si nouvelles que ça. De plus, ce terme renvoie, comme le souligne Vitaly Rosati, à une approche particulière, celle des sciences de la communication, qui a justement tendance à analyser les pratiques numériques principalement comme des pratiques de communication et d'information. Pourtant, s'il est vrai que nous communiquons et que nous nous informons davantage aujourd'hui avec l'ordinateur, on ne saurait réduire le numérique à ce seul appareil informatique. L'adjectif virtuel a lui aussi fait son temps. Si on regarde les graphiques de Ngram Viewer, on peut aisément le constater. Le mot commence à avoir beaucoup de succès dans la deuxième moitié des années 1980, arrive à son apogée en 2003, et son emploi commence ensuite à diminuer. En anglais, cette tendance est encore plus évidente. Le mot met l'accent sur le fait que les technologies informatiques donnent la possibilité de développer un véritable monde parallèle. Mais ce monde est apparemment, et dans l'acception la plus banale du mot virtuel, opposé au monde réel. Nos usages actuels nous obligent de constater qu'il n'y a rien d'irréel dans l'environnement numérique. C'est probablement la raison pour laquelle le mot virtuel est progressivement délaissé de nos jours. Pourquoi alors parler de numérique ? Quelle est la signification exacte de ce mot ? Pour répondre à ces questions, Vitaly Rosati établit le distinguo entre deux univers, le numérique et l'analogique. 2. Le numérique, une technique différente de l'analogique. S'attelant à définir l'expression numérique, Vitaly Rosati fait constater. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.